Bienvenue pour un nouvel épisode Pixis, le podcast. Alors nous sommes aujourd'hui à la Journée Agile le 7 juin à l'hôtel Van der Valk et j'ai la fierté et l'honneur d'avoir devant moi un ami d'enfance, Steve Delcourt. Alors Steve, je vais te poser ma question fétiche de ton rêve d'adolescent, bien que je connais la moitié des réponses à ce jour. Qu'est-il arrivé? Est-ce que tu es aligné avec ce rêve? Ça va me permettre de te présenter en quelques mots. Bien écoute Michel, merci de m'avoir accueilli ici. Mon rêve d'adolescent, je t'avoue que j'ai plus vraiment de souvenirs de ce... En tout cas, je rêvais de liberté, oui, ça je crois. J'écoutais Renaud, Indochine, Ah ouais. les Doors. On avait 17 ans. Mais oui. Mais toujours est-il qu'aujourd'hui, j'essaie de vivre mon rêve d'adulte. Et mon rêve d'adulte, c'est... Je pense que les organisations sont essentielles pour transformer le monde. Elles en ont ce pouvoir. C'est une grosse responsabilité. Et les personnes qui font partie des organisations méritent d'être en paix. Je pense que quand on arrive à travailler dans la paix et la concorde, alors on peut créer de belles choses. Et ce monde a besoin plus que jamais de paix et de concorde. Et je m'attelle, à ma façon à moi, d'amener ma pierre à l'édifice. Et ton intention profonde, quand tu analyses d'où elle vient, est-ce que tu te dis il y a un effet miroir entre ma vie privée et les entreprises? Est-ce que j'y retrouve ou il n'y a pas de lien de ce type qui se fait? Pour avoir une réponse un peu globale, tu sais, quand on a des métiers de passionnés, il est difficile d'avoir une distance, une limite. Mon travail n'est pas un travail gamelle. C'est pas le travail tripalium. On est vraiment dans le... Dans Confucius, fais de ta passion un travail, tu ne travailles plus jamais. Exactement. On travaille pas en fait, on C'est s'amuse. ça, on s'amuse et on trouve le sens. Ouais, s'écouter. On Écouter trouve le sens. Et l'état d'urgence. Moi, je ressens l'état d'urgence de faire les choses sérieusement sans se prendre au sérieux. Pas mal. Steve, on va parler de la boîte que tu as créée, c'est l'Ours Bleu. L'ours bleu, oui. Tu peux nous en dire quelques mots? Qu'est-ce qui t'a amené à la création de cette boîte? D'abord, je travaillais déjà comme change manager et je travaillais déjà dans la transformation, mais encore en tant que salarié. Et puis un jour, j'avais envie de décider tout seul, tout simplement, le trop-plein et prendre mes responsabilités. Et surtout, je voulais créer une boîte artisanale. Ça veut dire limiter dans sa croissance, parce que limiter également dans son nombre de personnes. Je pense qu'au-delà de 12 personnes, on commence à devoir rentrer dans des boîtes avec du management, des genres de choses. Et moi, j'en voulais pas. Je voulais être une bande d'artisans et je voulais qu'on puisse s'éclater ensemble. Alexandre Astier disait, je veux bosser avec des gens avec qui j'ai envie d'aller manger. Voilà, mais je bosse avec des C'est gens... ce que tu as créé. Ouais, c'est ça, Pas mal. exactement. Alors, je sais que tu fais des interviews podcast, notamment, on peut citer le podcast. La voix du Yeti, Voilà, qui est génial. Moi, j'écoute de temps en temps. merci. Je suis aussi tes vidéos. Tu as fait l'interview par rapport au programme ESG. Émilie Delacroix, ouais, voilà, tout à fait. je ne tombais pas sur son nom. Le dernier qu'on a fait, c'est Pierre-Étienne Van Damme sur justement les différents types de démocratie. On explique la démocratie liquide, Oui, très tu en as intéressant. fait une aussi sur les loges maçonniques. Oui, tout à fait, tout à fait. Ah, je te suis, hein. Est-ce que ouais, je vois ça. Est-ce que la franc-maçonnerie est vraiment utile encore de nos jours? Qui sont ces illuminés, ces éclairés? Et aujourd'hui, tu as choisi de venir à la Journée Agile pour une intervention. Est-ce que tu peux nous expliquer quelle est ton intention? Quel message veux-tu communiquer? Parce que tu as choisi un titre qui est assez interpellant. Je vais te laisser l'annoncer. Oui, tout à fait. Ça s'appelle Rassembler ce qui était part de la Genèse à nos jours. Avec une référence biblique. Ben oui, évidemment, la Genèse, une fois. C'était ces gens qui ont mangé le fruit de la connaissance. D'accord. Mais en fait, c'est de dire aussi, beaucoup d'entreprises sont parfois amnésiques. Elles oublient ce qu'elles étaient, elles oublient le sens qu'elles y donnaient. Tu sais, on passe d'un entrepreneur qui, à un moment donné, fait son exit, et puis on a des gestionnaires. Mais c'est parce qu'elles grandissent en taille. Oui, mais c'est pas que ça. C'est qu'il n'existe pas d'école d'entrepreneuriat. Il n'existe que des écoles de gestion. Oui. Et donc, il existe l'école de l'échec, on me dit souvent. et ça c'est très bien, mais généralement, tu sais, une boîte qui réussit, son board, quand elle doit changer de CIO, et quand on lui dit, mais on va remplacer le créateur, on remplace le créateur par un gestionnaire. Et on lui dit, perpétue et augmente la valeur. Mais un gestionnaire, quand on lui dit augmente la valeur, qu'est-ce qu'il fait? C'est cash. Oui, mais c'est ça. Hein, si tu prends, c'est un des aspects de la balance scorecard, c'est uniquement l'aspect financier, généralement. Et un gestionnaire, il n'est pas prêt, il n'est pas habitué, il n'est pas câblé à l'échec. Il a tout réussi, et c'est très compliqué. Et du coup, Il n'a pas le mindset entrepreneur, quoi. c'est ça. Et moi, mon travail, c'est d'accompagner les entreprises dans leur transformation. Et pour les accompagner à réapprendre la mémoire, je travaille avec les mythes et les légendes. Et tu sais comme moi, D'où la référence. la référence à la Genèse, qui pour moi je prends ce bouquin, pas comme un bouquin religieux, mais pour moi, c'est un mythe qui nous appartient, qui appartient à tout le monde et pas uniquement aux chrétiens et catholiques. Donc moi, je me suis approprié ce mythe-là, et le mythe de la Genèse nous réexplique l'essence même de la dynamique.
Ouais, Et pas je vais mal. expliquer cette dynamique tout à l'heure à nos camarades. Les gens qui n'ont pas assisté à cette journée, hein, honte à eux, hein, ils ont raté le coche quand même. Franchement, Ah, mais sincèrement, ils ont tort. En même temps, les places étaient limitées, donc mais ils auront d'autres occasions et puis on espère qu'ils pourront aussi te contacter de toute façon. Moi, je vais revenir sur ce que tu disais tantôt. Tu parlais de l'entreprise qui grandit, qui a en fait son CEO qui change et que quelque part on perd l'ADN de l'entreprise parce qu'on change de personne. C'est un peu comme ça que je vois le truc. Je me dis qu'il y a une solution peut-être à ça auquel je ne sais pas si tu as pensé. Tu sais qu'en France, il y a une mouvance qui est en train de se créer qui est les entreprises à mission. Donc en fait, on crée une entreprise et dès le départ, on dit la mission de l'entreprise, c'est ceci, mais on va faire aussi attention à ça et ça comme contrainte, par exemple environnementale, et on va s'y tenir. Et je me dis qu'en fait, si maintenant les entreprises pouvaient implémenter cette approche systématiquement de dire voilà ma mission première, voilà comment je vois les choses et comment je les fais, si le CEO change et qu'on reprend ton histoire et qu'on met un gestionnaire, est-ce que la question se poserait encore? j'ai écouté avec attention. Il y a un mot qui me gêne, Dis-moi. c'est systématiquement. Tu vois, je t'ai dit que moi je travaillais comme un artisan Ouais. et je crois sincèrement que la systématisation, bien que si on prend le framework Scrum, c'est un système, mais pour moi l'adaptation est toujours importante. Il n'y a pas, tu sais, c'est comme quand on reprend la spirale dynamique des organisations, il n'y a pas une meilleure organisation qu'une autre. Il y a juste une organisation constituée d'hommes et de femmes et de transgenres qui, dans un état donné, dans le temps, sont contraints à changer. Transformer, c'est changer d'état sans changer d'identité. Et donc, Ouais, mais ici, on parle de quelque chose qui fixe une identité. mais l'identité, c'est vraiment intrinsèque. Tu prends un bloc de pierre, tu peux le sculpter et en faire une œuvre d'art, ça reste de la pierre. L'identité doit rester le sens même de la chose. Mais j'aime pas le côté systématique parce que ça contraint aussi. Moi, j'aime bien garder la souplesse de se dire, de faire un constat. Et ton constat, il est sur deux axes. Sur ton axe horizontal, en disant, mais où est-ce que j'en suis dans ma chaîne de valeur en partant de ma production jusqu'à mon utilisateur? Et où est-ce que j'en suis dans ma verticalité en partant de la mission de mon organisation jusqu'à la matérialité des choses, de l'impact que ça a sur ce monde? Et je préfère constater et se dire, tiens, on en est là et quelle est l'étape supplémentaire? Peut-être que ce système que tu décris est un garde-fou et qu'il est très bien pour plein d'organisations. Et parfois, c'est pas nécessaire. Moi, j'aime bien garder un maximum de liberté, tu sais. On dit, et en agile, on dit les outils, mais d'abord améliorer les processus avant les outils. Exact. Et on dit améliorer les interactions avant les processus. Exact. Mais il faut le voir autrement. Il faut se dire, un processus n'est utile que quand il est hors de nous. Tu sais, se dire bonjour, c'est un processus, mais qui est en nous. Inutile de l'écrire. Tu vois? Et avoir un panneau qui nous rappelle de se dire bonjour, c'est plus qu'un processus. C'est un outil, mais inutile de l'écrire vu qu'on l'a en nous. Moi, j'aime bien travailler sur les interactions et ce qui est en nous. C'est pour ça que je repars des mythes, parce que les histoires, elles sont en nous, mais on est amnésique. On oublie l'essence même des choses. C'est la fameuse réflexion que grand-mère sortait tout le temps, pierre qui roule n'amasse pas mousse, et on ne comprend plus On ne comprend plus l'essence. le sens et pourquoi cette réflexion est là. Pourquoi est-ce qu'il y avait une assiette vide à Noël? Pourquoi l'assiette vide? Parce que la porte devait rester ouverte, parce que le partage était essentiel ce jour-là. Noël, c'est le pardon. C'était se pardonner, se revoir au moins une fois dans l'année. Tu vois, c'est ça le sens. Et donc si on récupère le sens originel, alors on se le réapproprie à l'intérieur de nous et on n'a pas besoin d'en faire des outils. J'ai l'impression que souvent on réinvente beaucoup de choses qui existaient déjà avant. Ça, c'est vrai. On veut réinventer souvent la roue. Maintenant, ce qui m'intéresse, c'est de te poser la question suivante. On va parler d'outils. Quels sont les outils que toi, tu utilises en entreprise? C'est quoi ton approche? La métaphore, en premier lieu. La métaphore ne s'intéresse pas à l'aspect préfrontal des gens. Les gens ne réfléchissent pas. Ils écoutent une histoire et ça fait directement écho dans leur état émotionnel. Et comme je travaille beaucoup avec des ingénieurs, tu sais, qui ont besoin de contrôle et qu'on vérifie les choses, bien sûr, j'ai mes KPI et je vais pouvoir mesurer l'impact de mes interventions, mais je vais beaucoup travailler sur la base de métaphores. Et donc, tu fais appel aux outils de coaching de toute façon. Oui, bien sûr. Donc, mes outils principaux, mes déformations à moi, c'est la PNL, Ouais. la systémique, le systémique des organisations, et puis l'improvisation. J'ai improvisé pendant 12 ans. Je voulais qu'on en parle aussi parce que tu fais depuis longtemps en improvisation. Oui, j'en ai fait Ça longtemps. t'aide vraiment en entreprise. Ça m'a aidé. Ça m'a aidé et à un moment donné, ça m'a desservi. J'ai eu besoin, en fait, dans mon parcours après l'impro, j'ai eu besoin de partir également dans le texte. Ouais. Et d'aller revoir les auteurs. J'ai besoin de passer de l'un à l'autre, m'approprier le texte et ressortir du texte de la métaphore pour pouvoir le réimproviser et le réadapter au goût du jour. En fait, il faut faire des va-et-vient dans la vie. Je suis adogmatique. Rien n'est parfait.
Justement, puisqu'on parle rien n'est parfait, dans une entreprise, il y a des choses qui sont pas parfaites. C'est pour ça qu'on t'appelle, c'est pour ça qu'on veut corriger le tir, si on peut dire. C'est quoi la pierre d'achoppement qui revient assez régulièrement? Le leadership. C'est le leadership qui pose problème? Je ne parle pas de problème. Je dis que... Je te provoque, hein. Oui, mais je ne parle pas. C'est... On doit se réapproprier, on doit se décomplexer du leadership. Le leadership est nécessaire, il est essentiel. Tu sais, on avait les années 90 où on avait la caricature, le leader, homme 50 ans, grisonnant, qui avait une secrétaire qui faisait son café. Tu vois, le cliché du dictateur. Et puis, on est passé sur plus personne ne doit décider, c'est le collectif. Oui, on est passé aussi par le bonheur au travail imposé. Oui, aussi, c'est ça. C'est comme, ça c'est Palo Alto, c'est la volonté aussi, les enfants savent ce qu'ils veulent, etc. Sauf qu'à un moment donné, je repars d'une métaphore, je prends une métaphore biblique, tu vois, on est dans le thème. Si je veux parler d'un vrai leader, je te parle de Moïse. Et donc, parfois tu as des leaders comme ça qui disent « Allez, faites ce projet-là, allez-y, je viens vous voir plus tard ». C'est comme si Moïse disait à son peuple « Partez, allez faire 40 ans dans le désert, moi je vais continuer à parler avec mon frangin dans la pyramide et je viens vous voir en hélico ». Mais tu m'étonnes qu'au moment du veau d'or, ils vont péter un câble. Non, le mec, il est avec eux, tu vois. Et puis quand il revient, il y a les tablettes. Donc tu vois, le leadership, c'est super important. C'est l'inspiration, c'est le pourquoi, le quoi, le comment, et c'est le ensemble. Ouais, le leadership, c'est essentiel. Et ça, c'est ce qui pose le plus de difficultés ou de challenge? C'est ce qui, pour moi, est mon corps de métier, parce que c'est ce que j'accompagne le plus à décomplexer des leaders qui sont des gestionnaires, souvent, et qui n'ont pas appris l'échec, et qui doivent maintenant apprendre à être eux-mêmes. En fait, tu as des gens qui ont des parcours universitaires de dingue, qui ont des millions sur leur compte en banque, et qui un jour se disent... Est-ce que je peux être faillible? Mais oui, tu en as besoin. Est-ce que je peux montrer mes faiblesses? Mais c'est essentiel, Moïse. Tu vois, tu vas passer par là et tu dois être accompagné parce que tu es un Mbappé, quoi. Tu vois, c'est un mec, il a 20 ans, 23 ans, il a le pouvoir entre ses pieds et on attend des choses énormes de lui et c'est juste un jeune. Est-ce qu'il n'y a pas aussi une question de l'intention? J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de leaders qui ne donnent pas une intention explicite sur ce qu'ils vont faire. Et peut-être que ça les met en porte-à-faux parce que, tu sais, si ton intention, elle est bienveillante, tu vas dire, je vais faire du leadership bienveillant où les gens sont libres. Mais qu'à un moment donné, en le faisant, tu te provoques des frustrations qui te rendent amer. À un moment donné, ça craque. Tu n'es plus aligné avec ton sens. Tu vois ce que je veux dire? La difficulté, c'est que pour beaucoup de ces gestionnaires, l'intention... elle est personnelle d'abord. Tu sais, quand tu fais ta carrière, c'est d'abord pour plaire à tes parents, c'est pour plaire à tout le monde, c'est pour te prouver à toi-même, et puis ensuite te réaliser toi. Je pense que on peut trouver des belles étincelles au contact de l'organisation. L'organisation, l'entreprise, elle est faite d'ouvriers, d'employés, de salariés, de personnes vertueuses, et il faut pouvoir faire en sorte que ces gens se retrouvent. Et j'ai rencontré pas mal de leaders qui avaient des intentions très personnelles, et qui, à un moment donné, parce qu'ils sont au contact de l'entreprise et qu'ils osent s'ouvrir, alors tombe amoureux. En fait, on a besoin d'amour en entreprise. Mais les gens ont peur de ça, parce que le mot amour, tu dis, quoi, amour en entreprise? Mais de quoi tu parles? Mais en fait, on a besoin de montrer nos failles et de tomber amoureux de son organisation. Et là, l'intention change. Mais c'est parce que c'est lié au sens que souvent l'entreprise, elle manifeste, elle communique que l'émotion n'est pas la bienvenue au travail. La première phase, ce serait déjà d'accepter que l'émotion a sa place au travail. C'est pas l'entreprise qui dit ça, ce sont les gens qui la composent. C'est parce que les gens ne se rendent pas compte de ce qui est nécessaire ou pas. Et d'un autre côté aussi, pour me faire l'avocat du diable, beaucoup ont aussi manipulé leurs organisations, beaucoup ont manipulé leurs employés au travers de beaux mots d'école, tels que amour, etc. Donc il faut toute chasse garder, chat échaudé craint l'eau froide. Il faut pouvoir rester vigilant, malgré tout, avec les émotions, et se dire, tiens, si quelqu'un s'est ouvert et qu'après il a été blessé, c'est une blessure. Si on le fait 2 fois, c'est un trauma. Donc il faut savoir aussi que quand on travaille, c'est pas pour rien que les gens se referment émotionnellement, c'est parce qu'ils se protègent. Il y a ça, mais il y a aussi le fait que, au départ, de toute façon, c'est un curseur à positionner. Parce que souvent, ce qui se passe, moi je constate, c'est les gens font, on va pas mettre des émotions au travail parce qu'on va splitter la vie privée et professionnelle. Et ce curseur, si on le met pas au bon endroit, on est déjà un peu en porte-à-faux. Et puis, comme tu le dis, si dessus vient se greffer une première frustration, une deuxième frustration, un quiproquo, un malentendu, un conflit, ce curseur va se déplacer très vite d'un bord, une extrême, vers l'autre extrême. C'est comme ça qu'on doit voir les choses? Tu as raison, Michel, je partage complètement ce que tu dis là. C'est mon métier. Moi, mon job maintenant, c'est d'aller dans les organisations qui sont en transformation, comprendre leur identité propre, qui doit être maintenue, et comprendre pourquoi ils changent. Personne n'aime le changement à part les bébés qu'on doit changer. Et une fois que j'ai compris aussi où ils veulent aller, je vais mesurer les étapes de maturité. En sociaux, c'est ça. Et de dire parfois, attention, là où tu veux aller et là où vous êtes, le gap est trop important. Tu dois passer par des étapes intermédiaires. Est-ce que tu as le temps? Est-ce que tu en as conscience?
Est-ce que tu es prêt à le faire? Quel est le prix à payer? Et que si t'en as envie. Oui, c'est ça. Et parfois, c'est un manque d'imagination. Et pour dire aussi, oui, attention aux gros bouleversements. D'un autre côté, si tu attends trop longtemps, parfois tu dois bouleverser. On reprend des organisations telles que Proximus, tu te souviens, il y a quelques années, qui avait dû licencier 6000 personnes et en engager 3000. L'obsolescence, c'est quelque chose aussi, tu vois, on peut en parler. Ce sont des entreprises qui n'ont pas trouvé de solution pour se bouleverser. Tu vois, et puis il y a des organisations, ce qu'on appelle les organisations bulldozers, qui décident de ne rien entendre et qui vont, à un moment donné, avoir un effet de rouleau compresseur et se dire « advienne que pourra ». Moi, je travaille avec des moyennes à grandes entreprises, pas très grandes entreprises, pour garder quand même une proximité. Je te l'ai dit, je suis un artisan. Donc, travailler du changement en forum sur des multinationales qui bossent avec des key contacts, etc., c'est pas ma came. Moi, j'aime bien les organisations entre 200 et 500 personnes et j'aime bien avoir les mains dans le cambouis. C'est mon job, faire des petits pas. C'est encore une fois, je reviens à ma métaphore des curseurs. J'ai l'impression que tu es un artisan comme un ingénieur de son qui joue sur une table de mixage et tu bouges tes petits Ouais, curseurs. la distinction fine, Michel. C'est beau, les distinctions fines. Pas Ça mal. permet d'amener de la douceur et de la beauté. Je pense que, essentiellement, on doit amener de la beauté dans le travail. On est tous sensibles à la beauté. C'est gratuit, mais ça rapporte énormément de valeur. Est-ce que tu as à partager avec nos auditeurs et auditrices ta success story du moment? J'ai fait ça lors d'une intervention auprès d'une entreprise et là, je suis fier du résultat. J'adore ce que j'ai réussi à faire. Alors, je suis embêté, Michel, parce que Pourquoi? je vais me faire opérer, c'est pour ça que je zozote un peu. Pas de souci. Et donc, j'ai eu un arrêt de travail et ça m'a fait revenir sur moi-même. Tu sais, à la retraite, c'est important. Et je suis dans un état où je suis à l'inverse d'une success story. Je suis à l'étape où je me suis dit, mais voilà, maintenant 4-5 ans où je travaille comme un fou. J'ai pas vécu, pour moi. Ma fille a grandi, elle va avoir 11 ans. Ces 5 années ont été un éclair. Et je me suis dit, il faut que je fasse un pushback. Donc, c'est le contraire d'une success story, c'est plutôt une révélation où je me suis dit, Steve, c'est bien de s'occuper des autres, mais qu'est-ce que ça cache quand tu ne t'occupes pas de toi? Mais tu es aligné avec toi-même. Tu partages en toute humilité, je dirais pas un échec parce que c'est pas un échec, mais une prise de conscience et une faiblesse humaine, qui mérite sa place, qui est authentique et qui te permet de dire aux gens et de rappeler aux gens en entreprise, soyez capable de le faire aussi, parce que ça peut vous aider. Voilà, en tout cas, j'en suis là. Ça questionne. J'ai pas les réponses encore. Donc, du coup, j'ai accepté de venir ici. Je reviens sur du slow time. Je reviens sur du partage, tu sais. Et merci de nous avoir rejoints. Non, mais merci aussi. J'avais pas le temps de venir. Je rencontrais plus cette transversalité. Je l'avais plus. C'est dommage. Ouais, mais je pense qu'elle va revenir. C'est une question de temps, de Ouais. synchronicité des choses et de laisser faire le fil de la vie. Et je te connais depuis assez longtemps, je pense que pour me permettre ce petit aparté, ouais, je pense que te connaissant, tu vas rebondir. Et en parlant de rebond, merci Michel pour l'invitation. Merci pour ce que tu fais, pour tes podcasts. Je te suis aussi. Ah, Dans chaque mot que tu mets, il y a également beaucoup d'amour. Tu mets beaucoup d'écoute et tu mets beaucoup les gens en valeur. C'est très très beau, c'est un bien précieux. Tu as un grand pouvoir. merci, je suis touché. Ça me fait plaisir de se revoir après tout ce temps et puis en plus dans un contexte comme celui-ci. Et j'ai pas oublié les fois où tu m'as aussi tendu la main et invité quand tu te lançais justement dans ton activité. Alors tu dis maintenant j'ai pas vraiment une success story, mais tu as eu aussi des moments success story dans les périodes où tu as commencé. Tu as eu des petites victoires. Tu peux en partager une quand même? Oui, il y en a plein. Prise de conscience d'une personne qui voulait transformer, mais avec les biceps. Je lui ai appris à manier le maillet de façon un peu plus douce, un peu plus délicate. Et se rendre compte qu'en fait, exprimer également ses doutes, c'est avoir avec lui son équipe. J'ai expliqué aussi à cette personne, et elle a pris conscience que finalement, exercer le pouvoir, c'est ne pas l'avoir quand on Ouais. doit l'exercer, tu vois. D'autres success stories, c'est en innovation, de belles innovations qui ont pris naissance dans les organisations, tu sais, sur la gestion, la communication. On co-crée, on part du problème, de la situation concrète insatisfaisante et on y part. En coaching aussi. L'avant-dernier coaching que j'avais eu, c'était une jeune fille à l'école qui n'arrivait plus à prendre la parole. Dès que l'enseignante lui parlait, elle était bloquée, état bloqué. Et donc, c'est la directrice qui m'a appelé en disant « Steve, je sais que tu coaches, est-ce que tu veux bien ?» Donc je suis venu, je l'ai coaché. On a travaillé avec des états de régression. J'ai travaillé aussi en systémique, avec les parents qui ont accepté. Elle a retrouvé l'usage de la parole en public, Waouh. avec plaisir. Ouais, ça Et me fait ça, waouh. Hein. ça c'est waouh. Ouais. Et ça te donne pas quand même, malgré ce que tu partages tantôt, justement un petit ouais, mais ça, si je me reconnecte à ça, ça peut me redonner de l'énergie. Oui, oui, oui. Mais c'est comme un inspire et un expire. Si tu ne fais qu'expirer, tu étouffes. Ouais, Si pas tu ne fais mal. qu'inspirer aussi. Ici, c'est un moment où je dois à nouveau m'inspirer, je dois à nouveau aller à la rencontre. Par exemple, c'est un appel que je fais aussi, je me suis dit aussi, j'ai remarqué que les organisations d'entrepreneurs de duo fonctionnent mieux que les autres. Clairement. Et alors, Je peux en témoigner, je suis chez Pixis, Oui. c'est un duo. C'est Et- Pierre-Emmanuel Le Trep et Norman. Oui. Et les deux, c'est un duo, mais ils sont complémentaires à mort. Exact.
Pour le citer, ce philosophe, Jean-Claude Van Damme, est un grand philosophe. Quand il dit 1 plus 1, c'est plus que 2, c'est évident. C'est 3, c'est 11. Hein, tu vois, Et moi, je me dis, je n'ai pas trouvé, alors je me suis sans doute très mal pris, mais je ne sais pas pourquoi, mais je n'ai pas trouvé l'altérité. Mais je pense que l'ours bleu deviendra dans l'altérité ou ne sera pas. Je crois. En tout cas, c'est un feeling que j'ai maintenant. En J'ai tout cas, moi, besoin de ton cette petit ours altérité. bleu, je l'aime bien. Il a un chouette look and feel. Il est bien pensé. Et puis, je sais que tu collabores beaucoup avec Thierry Croix, qui est aussi un intervenant de la journée Ouais, à fond, grand ami grand de ami. cœur, ouais. et qui était venu aussi à mon micro dans un des podcasts et de Charmy Top que je faisais. Et ça m'a fait bien plaisir aussi de le revoir. Super, je vous souhaite plein de succès. Et je voudrais inviter les auditeurs et auditrices à te laisser un petit mot. C'est-à-dire que dans ce podcast, il y a un lien. Et quand on clique sur ce lien, on arrive sur un voicemail. Et donc, on clique sur un bouton, on peut parler, on peut se réécouter avant d'envoyer autant de fois qu'on veut. On met son email, on fait envoyer et les gens peuvent envoyer leur message vocal à ton intention. Donc, ils disent voilà, je laisse un message à Steve C'est génial, ça. avec une gratitude, un encouragement, un remerciement s'ils ont eu affaire à toi, une question qu'ils voudraient te poser, un partage d'expérience ou un commentaire sur ton intervention de la journée. S'ils me disent qu'on peut partager sur les réseaux sociaux, mais quand je vais publier ton podcast, on mettra en commentaire le lien et on pourra immédiatement écouter, tu pourras réagir de la même manière directement. Et s'ils ne me disent rien, je t'enverrai en privé ce message vocal pour t'enrichir et te donner du baume au cœur et te permettre de grandir et d'évoluer encore. Ça me fait très plaisir. Je serai vraiment preneur, donc j'ai hâte de vous écouter, de vous lire, de vous voir. Alors, je t'avoue, il y a beaucoup de timides. Contrairement aux commentaires qui sont faciles à l'écrit sur les réseaux sociaux, quand il s'agit de donner sa voix, ça fait peur à pas mal de monde. Donc, Ouais, c'est c'est très vrai. difficile d'obtenir ce genre de choses. Mais si on en a, je me ferai un plaisir de le partager avec toi. Merci. Merci pour ton temps, Steve, et puis bon événement.